Oui, bonjour à tous. Donc, ce matin, je prends le relais de Martha. Vous inquiétez pas, tout va bien pour elle, mais elle est juste indisponible depuis 2 jours. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des outils techniques, des outils de Codilog. Ces outils sont de plusieurs types et ils s'adressent à plusieurs, on va dire, typologies de personnes. Certaines peuvent descendre jusqu'aux utilisateurs, aux end-users, et certains, vous le verrez, sont plutôt réservés, on va dire, au CCSAP, voire dans certains cas uniquement aux développeurs ou pour être intégrés à vos propres développements spécifiques. Pourquoi on a fait ces outils? D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que fabriquer des outils, c'est vraiment dans l'ADN de notre entreprise. Ça fait 20 ans qu'on en fait et on les fait pourquoi? On les fait d'abord avant tout pour nous aider à aller plus vite, pour nous aider à être plus qualitatifs, pour nous aider à régler des problèmes. Ça, c'est le premier sujet. Par exemple, on verra certains outils que je vais vous présenter aujourd'hui nous aident beaucoup quand on est sur des prestations de TMA pour chercher des anomalies, des erreurs dans des systèmes dont on n'a pas la documentation exhaustive, qu'on n'a pas construit, dont on a hérité, etc. Ce qui est important aussi à comprendre, c'est qu'on a aussi beaucoup d'outils qui s'intègrent dans les développements et qui servent en fait à répondre à des problématiques qu'on a constatées comme étant très récurrentes. C'est-à-dire que quand on va d'un client à l'autre, on trouve exactement les mêmes problèmes, problèmes qui ont été plus ou moins bien réglés par SAP. De façon générale, SAP règle bien les problèmes, mais il y a toujours des petits points d'amélioration qu'on peut ajouter et qui permettent de rendre les solutions plus efficaces. Voilà, donc l'objectif, c'est la valeur ajoutée qu'on a créée pour nous aujourd'hui sur un certain nombre d'outils. On veut en faire profiter nos clients parce que ces outils sont arrivés à un stade de maturité qui permet de le faire. L'objectif pour vous, c'est assurer des tâches récurrentes. Alors, vous verrez, certaines sont récurrentes parce qu'elles peuvent arriver tous les jours, d'autres arrivent une fois par an. Il ne faut pas négliger que les opérations qui arrivent qu'une fois par an sont parfois pénibles parce qu'on oublie de les faire, parce qu'elles ne sont pas dans le fonctionnement courant. Et puis, c'est aussi avant tout, chercher à minimiser les erreurs. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le développement générique, ça a le vent en poupe, hein. Aujourd'hui, on est tous dans des phases de restriction budgétaire où il faut retrouver un peu de marge de manœuvre, etc. Ben, avec des développements génériques, on gagne du temps sur un certain nombre de choses. Et puis finalement, c'est vrai, le développement générique parfois ne répond pas à 100% du besoin, mais il peut répondre à 85, 90, 95% du besoin. Il faut se poser la question des 5 derniers pourcents. Et on verra que pour un certain nombre d'entre eux, de toute façon, on prévoit comme SAP, à l'image de ce qu'il a fait, des portes d'entrée pour compléter les 5% qui manquent, sachant que les clients peuvent décider de les compléter dès le premier jour ou pas tout de suite. Alors, comment ça marche, les outils Codilog? Donc, d'abord, l'objectif, c'est répondre à une problématique récurrente. Donc, chaque outil répond à un problème, pas à 5, il répond à un. Deuxièmement, c'est un produit qui est packagé indépendant, hein. Ça veut dire que, je l'ai dans le point suivant qui s'appelle les aucun conflit. Ces produits sont packagés dans ce qu'on appelle des packages dans SAP ou anciennement des classes de développement. Donc, ils sont bien dans une partie qui est identifiée. Et surtout, ils sont tous dans un namespace qui s'appelle /cdlg, qui est une abréviation de Codilog, qui est donc un namespace que l'on a obtenu auprès des SAP et qui nous est réservé, ce qui fait que tous les objets qu'on vous envoie, c'est impossible qu'ils rentrent en conflit avec le moindre de vos développements, donc il n'y a pas de risque d'écrasement, de choses comme ça. Vous êtes autonome dans l'utilisation, hein, c'est-à-dire qu'au-delà de la configuration initiale, et on verra, la configuration initiale n'existe pas dans bon nombre de produits et existe dans certains, vous êtes autonome dans l'utilisation, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de nous pour vous en servir. Okay. Et puis, comment se fait la livraison? Elle se fait par des ordres de transport. Donc, on vous envoie une livraison, on vous envoie un ordre de transport, c'est-à-dire un co-file et un data file que vous donnez à votre CCSAP. Et puis, votre CCSAP l'intègre dans votre système et le transporte dans les différents environnements. Ce qui fait qu'il n'y a pas de développement à faire à la main, de choses comme ça. Et ce qui fait qu'on garantit qu'on reçoit un tout logique qui contient bien tout ce qui est nécessaire. Comment les principes du catalogue? Aujourd'hui, le catalogue, on va dire public, il contient une quarantaine d'outils. OK. Il y a un catalogue qui est disponible en format PDF, donc vous pouvez le demander auprès de notre service marketing si vous voulez voir tous les outils qui sont disponibles aujourd'hui à la vente, c'est-à-dire accessibles à tout client. Et puis, évidemment, pour chaque outil où vous seriez intéressé, vous avez la possibilité de demander une démonstration à distance. Alors, soit
dans certains cas, on peut même installer l'outil en trial chez vous si c'était nécessaire, parce qu'il y a des outils où il faut le faire sur votre environnement pour que vous puissiez en percevoir la valeur. Soit ce sont des outils assez simples comme ceux que je vais utiliser aujourd'hui pour ma démo. Dans ce cas-là, ben, on peut se connecter, vous connectez, on partage une session Meet, là, comme on fait aujourd'hui, ou un GoToMeeting, peu importe. Et puis, on vous montre, et comme ça, vous pouvez discuter, savoir si cet outil est bien pertinent par rapport aux besoins et la compréhension que vous en avez eu. Pour ce qui est du pricing, c'est assez simple. Alors, il est fonction de la complexité de l'outil, de la tâche qu'il couvre et, entre guillemets, de l'économie qu'il peut procurer chez vous. On a un code couleur ou un code outil, vous verrez dans la présentation, qui définit des tranches de prix. Donc, il y a 7 tranches de prix. Et donc, le prix, il est fixe, il est sans surprise. On vous le donne au début et je vous expliquerai dans le webinaire qu'est-ce qu'il contient. Alors, ce catalogue, là, je vous en ai montré un petit extrait. Donc là, vous en avez 4 pages, voilà. Et ce catalogue, il fonctionne toujours de la même façon. Il est un peu classé en différentes thématiques pour vous donner. Vous voyez, là, on voit en haut outils techniques, outils de scan, outils de finance. Voilà, il y a plusieurs onglets sur l'outil de finance parce qu'il y en a beaucoup dans la finance, etc. Et pour chaque petit catalogue, bah, vous avez une image, vous avez son nom, vous avez la pastille qui vous indique sa tranche de prix. Et puis, vous avez en dessous un petit descriptif qui vous explique de quoi il s'agit, qu'est-ce que ça fait, etc. Et c'est sur cette base-là que vous pouvez contacter le service marketing en demandant une démo. Et pour certains produits un peu sophistiqués, il existe parfois aussi un dépliant PDF qu'on peut vous adresser parce qu'il y a des outils, une fois qu'on les voit, on dit oui, ça a l'air de faire beaucoup de choses, ça serait intéressant de connaître un peu plus dans le détail. Donc, il y a en quelque sorte une fiche produit pour les produits qui sont assez sophistiqués. L'objectif pour nous, hein, aujourd'hui, on a publié pour les clients une quarantaine d'outils. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, il en existe plus d'une centaine, mais tous ne sont pas à un niveau de maturité qui permet de les transmettre à un client. Et puis, tous ne sont pas à mettre dans les mains d'un client non plus, puisque certains peuvent faire beaucoup de choses et il faut une maîtrise de ces outils pour pouvoir les utiliser. L'objectif aussi pour nous, ben, c'est dans tous ces produits, on les enrichit fréquemment, on les enrichit parce que certains de nos outils atteignent un seuil de maturité qui permet de les diffuser pour un client, et puis aussi parce que parfois les clients nous soumettent des problèmes et quand on y réfléchit, on s'aperçoit qu'en fait ce problème est très récurrent, il existe chez beaucoup de clients, et dans ce cas-là, on se met à développer un outil presque à la demande, on en parlera un petit peu plus tard, c'est une des modalités pour accéder au catalogue. Alors ici, je vais passer dans une partie légèrement rébarbative de la présentation, puisque j'ai pour objectif de vous faire une présentation très rapide, pas des 40 produits du catalogue, parce que sinon ça serait trop long, mais de vous donner quelques idées très rapides sur un petit peu pour que vous puissiez vous rendre compte. D'abord, je vais passer quelques minutes pour vous expliquer un peu comment lire ce tableau, puisqu'il va y avoir 4 à 5 slides successifs qui vont se présenter. Comme ça, une fois que vous avez compris comment ça marche, vous pouvez chercher l'information que vous souhaitez dans la bonne colonne. Donc, vous avez ici la petite icône dans la première colonne qui représente le produit. Chaque produit est doté d'une petite icône pour qu'on s'y reconnaisse et puis pour animer un peu tout ça. Ensuite, il a un nom, cet outil. Alors, vous verrez que souvent, ils connaissent Parizy, et puis quand ils ne commencent pas Parizy, c'est que c'est des outils tellement développés qu'ils avaient leur propre nom par le passé. Vous avez une courte description qui vous permet de savoir ce que c'est. Vous avez un usage, c'est-à-dire l'usage, c'est plutôt à quelle population s'adresse cet outil et il sert plutôt pour quoi. Vous avez une configuration. Alors, quand il y a écrit plug and play, ça veut dire à l'instant où j'ai importé l'OT, voilà, j'ai rien de plus à faire, je lance l'outil et c'est prêt. J'ai éventuellement quelques paramètres à remplir dans l'écran d'exécution et j'exécute. Hein. Voilà. Ici, vous avez l'icône de prix, alors là, qui cette fois-ci est présentée sous forme d'outils. Donc, vous avez des outils du plus complexe au plus compliqué. Alors, on vous a remis la tranche, quand il y a écrit P1, ça veut dire que c'est la première tranche de prix, c'est donc le prix le moins cher. Et quand c'est P7, vous êtes à la 7e tranche de prix. C'est un prix. Alors, P7, c'est pas la 7e tranche, parce que P7, c'est un prix qui est, on le verra plus tard dans le webinaire, c'est un prix qui est selon une métrique, alors que P6, c'est le plus cher, c'est les solutions les plus complexes. Puis vous avez une dernière colonne qui s'appelle DVA. Alors DVA, ça s'adresse aux clients qui, en particulier, sont gérés, donc Codilog et le DVA. Et pour certains de ces clients, leur contrat de licence avec nous intègre le fait qu'un certain nombre de nos outils leur soient fournis à titre gratuit dans leur contrat de VAR, de DVA. Voilà. Donc,
je pense que vous avez à peu près compris comment marche le tableau. Donc voilà. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est je vais les balayer très vite pour vous expliquer très vite ce que ça fait. Donc par exemple, UserDone, c'est un petit outil qu'il faut mettre en automatique tous les mois dans son système. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va détecter tous les utilisateurs qui ne sont pas connectés depuis un paramètre qu'on met dans son écran d'exécution. Et il va rentrer une date de fin de validité à la dernière connexion de ces utilisateurs, de telle sorte que comme ça, vous êtes sûr que quelqu'un, par exemple, qui ne s'est pas connecté depuis 3, 4 mois, 5 mois, c'est selon votre politique, eh bien, vous allez désactiver son user sans que personne ne s'en occupe, ce qui fait que lorsqu'un audit SAP passe, ben vous êtes sûr qu'au moins ces utilisateurs ne vont pas vous être comptés bêtement dans les licences, alors que probablement c'est des gens qui n'utilisent plus le système. Évidemment, s'il se trouve que par exemple cette personne était partie, je sais pas quoi, en congé maternité et revienne 6 mois plus tard, bah, vous auriez désactivé son user, bah, c'est pas grave, elle vous appellera parce qu'elle dira mon user est coincé, puis vous lui renlèverez la date de fin de validité et c'est parti. Sa licence va se mettre à recompter, mais au moins ça vous évite que dans les audits intermédiaires, elle a été décomptée. Hein, on voit beaucoup de clients chez qui, quand on fait des audits de licence, il y a beaucoup d'utilisateurs qui en vérité sont ce qu'on appelle des utilisateurs qui devraient être invalides parce qu'ils sont inactifs et qu'ils ne le sont pas parce que les gens ne savent pas ou parce qu'ils ont simplement bloqué le user, mais quand vous bloquez un user, la licence compte toujours. Donc c'est vraiment un outil pour éviter de payer des licences bêtement lors d'un audit. EasyPass, c'est un petit truc qu'on connaît tous sur le web. C'est simplement de rajouter dans l'écran de sélection, lorsque j'ai oublié mon mot de passe ou que je me suis bloqué, eh bien que je puisse, par un bouton, demander un nouveau mot de passe sans avoir besoin d'ouvrir un ticket dans mon système de ticketing et quelqu'un me débloque mon user en me réinitialisant mon mot de passe. C'est un circuit qui passe par l'authentification mail, comme on a sur un site web ou dans lequel il y a écrit si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez là. Eh bien, ça permet de créer ce circuit dans SAP et ça vous déchargera donc votre centre de compétences d'avoir en fait ces appels un peu bêtes qui s'appellent excusez-moi, je ne me rappelle plus mon mot de passe et puis il faut que quelqu'un s'en occupe, aille juste dans la SU01 réinitialiser le mot de passe, qui est un peu bête. EasyParam, ça permet de créer sur une liste d'utilisateurs en masse, d'ajouter des paramètres. Donc vous vous rappelez, les paramètres, c'est ce qu'on a dans la fiche utilisateur, par exemple, où on peut rentrer son code société par défaut, on peut rentrer un paramètre SAP, tout le monde utilise la devise euro, alors on met euro comme ça dans tous les écrans, la devise arrive spontanément à euro. Bah, souvent, ce qui est très pénible, c'est qu'il faut rentrer ça dans toutes les fiches utilisateurs. Bah, EasyParam, vous mettez un paramètre, vous mettez la valeur, vous mettez une sélection d'users qui peut contenir 2500 users, vous appuyez sur le bouton et CRA qui vous a mis ce paramètre sur les 2500 users en masse. OptiUse, c'est un outil déjà un peu plus sophistiqué. Hein, on voit, il change de catégorie. OptiUse, c'est un outil qui calcule en fonction des définitions qu'a fait SAP des licences, qui calcule en fonction de ce que la personne a fait dans l'usage du système, les transactions qu'elle a lancées, qui calcule la licence la plus optimum en prix qu'aurait dû avoir cet utilisateur. Donc ça, vous voyez, par exemple, c'est un produit qui est offert dans le cadre de notre contrat DVA. Ça permet à tous nos clients dont on est le DVA, bien, on lance une fois par an cette OptiUse. Ça nous permet de calculer les licences justes et donc de les aider à faire dans les audits une bonne réaffectation de leurs utilisateurs. Et comment on fait cette réaffectation? Bah, automatiquement avec le petit outil qui est en dessous qui s'appelle UserUp. UserUp, ben, il prend les résultats d'OptiUse et il met à jour la définition des licences, qui fait que quand on a 500, 1000, 1500 utilisateurs, eh bien, on a nos licences qui sont parfaitement à jour avec exactement ce qui sert à chaque utilisateur. Donc après, quand on compte les user pro, les user limited, les user productivity pour un S4, functionality, etc., eh ben, on est sûr de compter des bonnes choses et on est sûr de compter ce qu'on doit juste acheter au plus juste. Voilà. Je passe à... Donc ça, c'était des outils qui étaient tout autour de la famille gérer des utilisateurs. Là, vous avez des outils qui sont à l'intention plutôt d'un centre de compétences SAP, hein, donc pas à destination d'utilisateur, et qui vont permettre à ce centre de compétences d'être plus efficace. Donc par exemple, vous avez EasyOT, le premier, EasyOT, c'est un cockpit qui vous permet de voir l'avancement de vos ordres de transport dans toute la chaîne de votre système. Donc par exemple, si vous avez une dev, une cal, une pré-prod, une prod, eh bien vous allez pouvoir voir selon les sélections que vous faites, qui sont sur les textes, sur les codes, sur des trigrammes, sur les users, etc. Vous allez pouvoir voir une famille d'OT et de voir où sont vos OT dans quel système ils sont allés. Et par exemple, ils sont allés jusqu'à la recette, mais pas la pré-prod. En recette, ils ont eu un code retour négatif. En pré-prod, ça s'est bien passé. Ça s'est passé quel jour, etc. Donc, vous voyez, ça vous donne. Ça, c'est par exemple très, très utile quand on vient de faire un refresh de sa recette par sa
production et qu'il faut rejouer les OT qui n'étaient qu'en recette. Vous voyez, et ben, ça va permettre de très facilement découvrir la liste, puisque c'est une liste à élever qui va arriver. On fait filtre sur ceux qui ne sont pas arrivés en production, et hop, on a la liste de ceux qui étaient juste en recette. Et on peut les repasser dans le bon ordre, puisqu'on a les dates dans lesquelles ils ont été importés, qui ne sont pas forcément d'ailleurs le chrono, évidemment, du numéro d'OT. Bon, EasyJob, c'est un outil qui permet de décharger en masse des jobs et de recharger en masse des jobs. Donc, par exemple, je peux prendre un système, j'extrais la liste de jobs que je veux et je les recrée de l'autre côté. Ça peut être, voilà. Bon, ça nous sert beaucoup, nous, dans des opérations un peu lourdes où on a beaucoup de jobs à créer. Voilà, on a même des générateurs de jobs pour optimiser l'usage de la machine, mais ça là, je vous en ai pas parlé aujourd'hui, c'est un peu trop sophistiqué. Ensuite, on a un module Easy Transco. Donc là, vous voyez, on arrive dans l'usage développement. Donc développement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un outil qui ne se lance pas comme ça. C'est un outil qui se met dans ses développements. Donc par exemple, Easy Transco, c'est quoi? C'est tout un environnement pour gérer toutes les transcodifications dans n'importe quel sens, en entrée, en sortie, etc. Et il vous est fourni avec deux modules fonctions qui s'appellent une fois, tiens, je veux transcoder quelque chose. Donc je dis, tiens, je voudrais transcoder une société du système A au système B. Et il va appliquer toute une série de règles qui sont paramétrées pour vous dire à la fin la transco du code A dans le système A, qu'est-ce que ça donne dans le système B. Et puis, vous avez un deuxième module fonction encore plus puissant qui vous permet de transcoder entièrement des structures, c'est-à-dire vous passez une table et vous dites, voilà, il y a plein de champs et en fait, il va transcoder tous les champs. Il va essayer de les transcoder, il va regarder s'il y a des règles. S'il n'y a pas de règles, il laisse la valeur à l'identique. S'il y a des règles, il se met à les transcoder. Ça, c'est un module qu'on utilise nous partout dans tous nos interfaces, dans tous nos outils de reprise, etc. Et c'est un outil qui, un peu à l'image, vous voyez, des fonctions de prix pour ceux qui connaissent dans SAP, où il y a des séquences d'accès, on peut dire on fait une première règle, si elle n'a pas abouti, on en fait une deuxième, une troisième. Eh bien, dans Easy Transco, il y a tout ça. Voilà. C'est un des produits les plus aboutis qu'on ait. Hein. Il a pratiquement 15 ans ou 18 ans d'âge. Il a fait je ne sais pas combien de mises en prod. Voilà. Vous avez EasyXML. EasyXML, c'est un outil qui permet de transformer des IDOC en entrée ou en sortie. Donc en entrée, à partir d'un fichier XML, je fabrique un IDOC. Et à partir d'un IDOC en sortie, je fais un XML. Alors vous me direz, ça existe déjà dans SAP. Oui, sauf que dans SAP, il vous met automatiquement la balise avec le nom SAP, il vous met les noms de champs SAP et vous ne pouvez pas changer ça. Ici, dans EasyXML, justement, c'est une surcouche par rapport à ça pour pouvoir changer tous les noms de balises, pour pouvoir effectuer des filtres, c'est-à-dire dire je ne veux pas envoyer cette zone, je veux envoyer que celle-ci, alors qu'elle est présente dans mon segment. Et puis, quand on est à l'entrée, permet de mettre, par exemple, des valeurs par défaut qui ne sont pas fournies dans l'IDOC qu'on reçoit, alors qu'on va, par exemple, enfin, qu'on ne reçoit pas, pardon, dans l'XML, alors qu'on va devoir la mettre dans l'IDOC, etc. Donc, ça permet de faire des fichiers XML qui sont beaucoup, beaucoup plus légers que ceux que SAP fait et surtout qui sont en langage un peu universel puisque dedans les balises vont pouvoir porter des noms génériques, des noms qui sont fournis par mon correspondant, etc. etc. Voilà, donc ça c'est EasyXML. EasyExtract, c'est un générateur d'extraction de table. Donc, ça veut dire vous prenez une table SAP, vous tapez son nom et puis vous dites merci de me fabriquer un programme qui me permet de l'extraire. Ça vous fabrique le programme. Ces programmes, vous pouvez les batcher ensuite. Ça, c'est extrêmement utile dans plusieurs cas. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça chez nous pour alimenter des data warehouse au lieu de faire des interfaces. Bah, ils utilisent des programmes qui extraient toute leur master data un peu en masse et puis tous les jours, ils extraient le paquet et puis c'est parti. Et donc, ça fait des coûts de développement extrêmement faibles pour un data warehouse. L'intérêt aussi, c'est que si vous faites évoluer le modèle SAP, ben, instantanément, votre extracteur, il évolue avec, quasiment. En tout cas, vous pouvez le régénérer, ça vous prend 15 secondes. Voilà. C'est aussi très utile pour archiver des datas et c'est aussi très utile, par exemple, alors dans des processus où on doit extraire des données, par exemple pour céder des données à quelqu'un dans lequel on ne veut pas donner le fichier, le système SAP. Par exemple, vous devez à titre historique donner la compta des 4 dernières années à une société et vous voulez pas lui donner votre système SAP. Ben dans ce cas-là, Extractable va vous permettre de sortir toutes les tables comptables et vous allez leur donner sous forme de fichier plat. Et ceci a un coût extrêmement réduit. EasyStat, c'est un outil pour faire des statistiques sur à peu près n'importe quoi. Donc, s'il y a des gens qui connaissent la Tana, par exemple, ou des choses comme ça dans SAP, ben, c'est une Tana améliorée où on peut faire des jointures, on peut mettre plein de tables les unes avec les autres, on peut ensuite faire des sous-totaux, regrouper des zones, prendre seulement des portions de zones, des choses comme ça. Voilà. EasySearch, on en fera une démonstration tout à l'heure, c'est un outil qui permet de chercher quelque chose dans SAP. Donc voilà, je cherche une valeur de quelque chose, je voudrais savoir où elle est.
je vais pouvoir la chercher à travers tout le système. C'est un petit peu comme si vous faisiez un cas d'emploi et sur chaque cas d'emploi, vous faites une SE16 et puis vous regardez tout ce qu'il y avait et puis vous comptez. Ben, Easy Search, ça va vous faire tout ça en automatique. Donc, je vous en ferai une démo tout à l'heure. Alors maintenant, on arrive à des outils plus finance. Donc là, on est un petit peu plus métier, en quelque sorte. Hein. Là, on quitte le domaine du centre de compétences. Donc, on va commencer par des choses simples, puis on ira à des choses un petit peu plus compliquées. Donc, vous avez par exemple Easy Period. Easy Period, c'est un truc tout bête. Ça vous permet, tout le monde connaît la MMPV sur MM, dans lequel on peut, entre guillemets, mettre en batch le programme qui change la période MM tous les premiers du mois à 0h01 ou les derniers jours du mois à 23h58. Tout le monde a fait ça. Ben, en fait, Easy Period, ça fait la même chose pour les périodes FI et CO, sachant que SAP ne livre pas d'outils pour faire ça en automatique. Donc, vous mettez dedans votre liste de sociétés, vous batchez votre programme le dernier jour du mois à 23h50 et automatiquement, il vous ouvre le mois d'après. Et ceci que votre chef comptable soit là ou soit pas là, etc. Il y a beaucoup de clients qui ont été amenés à développer ces petits outils. Il y en a beaucoup qui ne les ont pas non plus. C'est très intéressant d'avoir ce genre d'outils, de batcher. Ça vous enlève définitivement le problème d'être coincé par quelqu'un qui vous ouvre les périodes. EasyTranche, c'est la même chose. C'est qui n'a pas été un jour coincé dans sa vie parce que le 1er janvier, il n'y a plus rien qui passe parce qu'il y a une tranche de numéro qui n'a pas été ouverte. Ben, EasyTranche, ça a pour but d'éradiquer ce problème. Vous batchez un programme tous les 15 décembre, bon, si vous clôturez évidemment au 31 décembre, et tous les 15 décembre, EasyTranche vous ouvre et vous copie de l'exercice antérieur toutes les tranches de numéros de n'importe quel objet qui existe avec un exercice, hein, même si c'est une tranche de numéro Z que vous avez fabriquée. Alors, ça existe en standard uniquement pour les tranches de pièces FI, mais vous avez des tas de tranches de pièces techniques qui existent dans SAP, où si vous ne savez pas qu'il faut les ouvrir, ben vous pouvez vous retrouver coincé selon votre configuration. Voilà. Ici, EasyTranche, il prend bêtement toutes les tranches de numéros du système qui sont par exercice. Si elles existent, il vous l'ouvre sur l'exercice d'après. Bon, EasyFake, ben, c'est le FEC français, mais je vous en ferai une démonstration aussi tout à l'heure parce que c'est assez facile de la faire. Ici, nous, c'est un EasyFake qui fait évidemment le légal français, mais il fait aussi le légal d'autres pays. Et il peut faire n'importe quoi comme fichier FEC, c'est-à-dire vous avez aussi la possibilité de vous en servir pour extraire des pièces comptables en donnant tous les champs que vous voulez extraire et ceux que vous ne voulez pas, les avoir tous, en avoir seulement certains, etc. etc. Donc vous verrez que c'est assez facile à utiliser. EasyBalance, c'est un outil qui est extrêmement utile pour les gens qui utilisent le result analysis ou le lissage, hein, selon qu'on le dit en anglais en français. Alors, si j'ai des auditeurs là qui l'utilisent, ils vont tout de suite comprendre ce que je dis. Bon, pour tous ceux qui ne l'utilisent pas, ça ne leur parlera pas du tout. Mais dans le result analysis, qui est un principe dans SAP qui permet de décaler du résultat d'une période à une autre, il y a toujours un énorme problème, c'est que si quelqu'un a passé une pièce après que le result analysis soit passé, ça crée des écarts FICO qui sont extrêmement difficiles à identifier. Eh bien, EasyBalance, c'est un programme qui va contrôler chaque objet analytique à la fin d'une période et vous dire tous ceux où la balance analytique entre le lissage, l'imputation et ce qui est arrivé en compta, et tout ça est bien équilibré et il n'y a pas de trou. Donc ça, c'est extrêmement utile pour tous les gens qui utilisent du lissage. Alors, qui utilise du lissage? Tous ceux qui font du lissage sur OTP et tous les gens qui ont des ordres de fab. Ils ont le problème du lissage. Hein. Voilà. Donc, des gens qui ont des ordres de fab, il y en a quand même beaucoup. Easy Equilibre FICO, là, c'est un programme qui n'a d'intérêt qu'en ECC ou version antérieure, hein, évidemment, mais qui n'a plus d'intérêt en S4, puisque Easy Equilibre FICO, c'est justement un programme qui vérifie chaque mois que le résultat FI est bien égal au résultat CO, puisqu'avant, quand il y avait deux modules, il pouvait arriver qu'il y ait des petits soucis dans le système qui fassent qu'il y ait des écarts. C'était un programme qui permettait de s'assurer qu'il n'y en avait aucun. Il faisait le pointage pour vous. Évidemment, quand on est sur S4 avec un journal universel, ce programme n'a plus d'intérêt puisque le journal universel en lui-même garantit ça. Quelques outils sur la solution achat. Sur le domaine achat, approbation offline. Approbation offline, ça vous permet quoi? Ça vous permet d'avoir des workflows pour lesquels vous allez demander aux valideurs de les valider dans un email. Donc, les valideurs vont recevoir un email. Et dans cet email, il y a un bouton à la fin qui dit « je valide, je valide pas ». Et évidemment, si vous êtes sur une facture, il va vous présenter un peu le détail de la facture. Et puis, vous allez pouvoir dire à la fin, je valide pas. Si c'est une validation de DA ou de commande, ça va vous montrer le contenu de la commande ou de la DA. Et ce, sans que vous soyez connecté à SAP. Ça veut dire que votre valideur, qui est par exemple votre patron, qui déteste se connecter à SAP ou qui se rappelle même plus où est l'icône pour le faire, il va pouvoir recevoir en mail « merci de valider cette commande ». Il va cliquer sur le bouton « je valide » et ça fait que le mail qui repart dans l'autre sens va arriver directement chez SAP et SAP va lire ce mail, l'intégrer, vérifier
par des systèmes de clés qui sont contenus dans le message que c'est bien l'auteur qui a fait la validation et qui était celui qui devait le valider, et va effectuer pour son compte la validation du workflow à l'intérieur des SAP, sans que lui ne se soit jamais connecté. C'est pour ça qu'on l'appelle l'approbation offline, puisqu'on est offline. L'alerte réception, c'est un petit outil très simple qui, pour toutes les commandes d'achat, balaye les commandes et va vous relancer en vous disant « Ah, cette commande arrive à échéance, c'est-à-dire sa date de livraison est pour demain et pour aujourd'hui, enfin, selon le réglage que vous faites. Est-ce que vous voulez réceptionner cette commande ?» et vous avez juste à appuyer sur « Oui, non ». Est-ce que vous voulez changer la date de livraison parce qu'en fait, cette commande est en retard, etc. Donc, c'est très utile pour tout ce qui est des commandes d'achat de services, c'est-à-dire où justement il n'y a pas de réception physique, parce que quand il y a une réception physique, là c'est facile, les gens font bien leur bigot gentiment, parce qu'ils ont le paquet qui arrive, à l'accueil en bas il y a quelqu'un qui est chargé de faire ça, ou au magasin, donc ça marche bien. Mais quand c'est immatériel, en général les entreprises ont un gros problème, c'est que personne ne fait les réceptions ou tout le monde oublie de les faire, enfin on le prend comme on veut. Dédoublonnage de tiers, c'est un outil qui permet, entre plusieurs systèmes SAP ou au sein d'un même système SAP, de suggérer les tiers qui sont en double. Donc tout à l'heure, je vous en ferai une petite démo. Punch-out catalogue, c'est un petit outil qui permet de brancher des punch-out catalogues. Alors, les punch-out catalogues, je vous rappelle, c'est quand un site internet d'une grande entreprise prévoit la fonctionnalité punch-out, ça permet que depuis SAP, vous accédiez à ce catalogue, vous consultez le catalogue, vous choisissez vos produits, en fait, vous êtes dans Internet, vous validez, et ce catalogue, ce panier se transforme directement dans votre système en une commande d'achat chez vous, et non pas seulement chez le prestataire. Voilà. EasyGR, c'est réception automatique. Donc ça, c'est un très bon complément à l'alerte réception. Ça sert par exemple à toutes les commandes avec des abonnements. Vous voyez, j'ai une commande, il y a 12 échéances, ou j'ai des échéances un peu bizarres, j'ai mis au 17 du mois si je veux, et ça fait automatiquement la réception. Dès que la date d'échéance arrive, pof, ça fait la réception. Donc il y a beaucoup de gens qui utilisent ça, par exemple, pour des commandes annuelles, vous voyez, de groupe ou de choses comme ça, où j'ai 12 commandes pour les 12 mois, et puis automatiquement, tous les premiers du mois, ça me fait ma réception, sans que j'ai besoin de m'en occuper, ce qui décharge beaucoup les systèmes, les services comptables de ça, par exemple. J'arrive au dernier slide avant les démos. Donc, on a un catalogue aussi d'interfaces génériques. Alors, qu'est-ce que c'est les interfaces génériques? Ce sont des interfaces qui sont construites dans une certaine technologie qui intègre, vous voyez dans les petits textes en bas, automatiquement notre module de transco, beaucoup de choses pour justement faire en sorte que, quand bien même on ne connaît pas le format du fichier que vous allez nous donner en entrée, en général, tout a été prévu pour accélérer considérablement le développement de cette interface en lui donnant beaucoup de force, puisque toutes les transcos sont déjà intégrées, toutes ces fonctionnalités sont intégrées, et on va avoir juste un tout petit bout de développement complémentaire à faire qui est sous forme d'un module fonction, qui va simplement faire la traduction, enfin l'adaptation de format entre votre format d'entrée et un format, on va dire, canonique qui est à l'intérieur de ces interfaces et qui permet de traiter ces choses-là. Donc ici, je vous fais très rapidement. Vous avez EasyMat, qui est un interface qui permet de créer des matricules HR et y compris de paramétrer, c'est pour ça qu'il y a un peu de config, des infotypes, ceux que vous voulez reprendre, et y compris des infotypes même spécifiques que vous auriez créés dans la catégorie des 9000. EasyTime, c'est une interface qui permet de reprendre des feuilles de temps et des notes de frais. Donc, c'est une interface qui fait les deux. Elle peut mélanger feuilles de temps, notes de frais, ou avoir que des feuilles de temps ou que des notes de frais, etc. EasyPay, c'est une interface qui peut faire, qui interface n'importe quel logiciel de paye. Important, c'est, vous voyez, c'est la seule case où il y a deux icônes de prix parce que c'est une interface qui fait beaucoup de choses, qui peut faire de la paye sous forme analytique, de la paye sous forme comptable, de la paye sous forme D2, de la paye sous forme différente entre ces deux choses-là, qui peut comptabiliser des ratios, qui peut faire plein de choses. Selon que vous la prenez sur une base qui est plutôt un fichier où l'écriture comptable a été mâchée par le système de paye, dans ce cas-là, vous êtes dans le prix P5, mais c'est aussi un outil où on peut prendre des payes internationales sous forme simplement des rubriques. Donc, on a un fichier qui donne une rubrique de paye, un matricule, un montant. Et avec ça, on vous fabrique complètement l'écriture de paye à des niveaux de détail d'une finesse incroyable. Voilà. Mais il y a beaucoup de configurations dans ce cas-là. Et puis, dernier outil intéressant à vous signaler, EasyConso. EasyConso, c'est un outil qui permet d'alimenter tous vos systèmes de conso. Donc, traditionnellement, dans les entreprises,
les grandes entreprises, il y a des systèmes de conso parce qu'elles sont elles-mêmes une filiale d'un groupe. Et bon, ces outils de conso, c'est des Cara, c'est des Magnitude, c'est des Hyperion, c'est tout ça. Et tous ces outils demandent en général des fichiers assez sophistiqués. Il est intéressant de voir que la plupart des entreprises les créent à partir de BW, mais qu'à partir de BW, en fait, c'est assez dur de les fabriquer. Et ici, c'est un outil qui est fait pour dire pour chaque compte où est-ce qu'on va chercher l'information et on peut aller puiser cette information n'importe où. C'est-à-dire, on peut dire là, je vais la chercher dans le module des IMO, là, je vais le chercher dans le module des stocks, là, je vais dans PCA, là, je vais chercher cette info dans COPA, là, je la prends dans FI, là, dans FI, je la prends dans les totaux, là, je la prends dans les postes individuels, là, je la prends dans le splitting, etc., etc. Donc, ça vous permet d'envoyer l'information à l'outil de conso avec juste la finesse et la granularité qui est demandée. Et ça intègre surtout la transformation de votre plan comptable dans le plan comptable de conso, sachant que 9 fois sur 10, le plan comptable de conso n'est pas une bête traduction des comptes généraux, parce qu'en général, c'est beaucoup plus subtil. C'est une traduction d'un mélange entre les comptes généraux et les imputations analytiques. Et EasyConso fait ça parfaitement. Et il rajoute même toutes les problématiques habituelles, c'est-à-dire on ne discute pas en centimes, on discute en cas euros, il y a des codes flux, il faut rajouter des retraitements actifs-passifs qu'SAP ne sait pas faire et des choses comme ça. Tout ça, ça a été intégré parce qu'on sait très bien que c'est ce que demandent les outils de conso. Voilà, j'ai fait un bel effort d'aller assez vite. Il me reste 10 minutes pour finir et vite vous faire quelques démos. Donc, très important, il y a deux modes de commercialisation. Un mode achat. Qu'est-ce que contient ce mode achat? Il contient d'acheter l'outil, il contient son installation. S'il y a une configuration initiale, ça inclut sa configuration initiale. Il comprend une formation utilisateur. Alors, je dis utilisateur, hein, vous avez compris, si c'est un outil pour le CCSAP, c'est les gens du CCSAP conforme. Si c'est un outil métier, c'est les gens du métier ou du CCSAP. Voilà, il contient un support pendant le premier mois. Bien sûr, ces outils sont garantis 3 mois, donc s'il y avait le moins de soucis, on vient. Et vous avez une extension à prix préférentiel pour les nouvelles versions, c'est-à-dire si vous êtes en mode achat, vous avez payé une fois, puis voilà, vous pouvez l'utiliser toute votre vie. Mais si par exemple, dans 5 ans, vous dites, moi je suis passé sur S4, est-ce que je pourrais avoir la nouvelle version qui par exemple est plus enrichie, dans ce cas-là, vous pouvez racheter cet outil à un prix préférentiel. Soit vous êtes dans le mode de commercialisation abonnement, dans ce cas-là, vous payez un forfait annuel. Ça inclut évidemment la livraison de l'outil, son installation et sa configuration initiale. Ça inclut dans ce cas-là une formation utilisateur par an, puisque vous payez un petit bout tous les ans. Ça comprend un support annuel qui est compris et ça comprend la fourniture sur demande de toutes les nouvelles versions sans surcoût. Voilà. Comme vous l'avez compris, pour ceux qui sont clients DVA, il y a certains outils qui sont gratuits et les clients DVA ont d'office 10% de remise sur tous les autres outils. C'est ça l'intérêt de venir chez Codilog en tant que VAR. Et puis parfois, on peut faire, si vous souhaitez, un mode crowdfunding, c'est-à-dire si vous avez des besoins spécifiques, un outil qui vous manque, etc., on peut partager son développement, voire décider de le développer nous-mêmes et de se ramener au cas, ça devient un outil catalogue, même s'il a été fait expressément pour vous. Sachant que si vous nous soumettez une idée qu'on trouve tout à fait pertinente, normalement, on fera un outil qui fait plus que ce que vous avez demandé, parce que votre demande est simplement une raison d'attaquer un problème. Okay. Voilà la gamme de prix. Vous avez soit la formule abonnement, soit la formule acquisition. Donc, vous voyez que les gammes de prix sont très variables, puisque si je prends l'acquisition qui est en bas pour les outils les moins chers, on parle de 700 €. 700 €, c'est à peine le coût administratif de créer la commande, vous voyez. Et puis, on a des outils très sophistiqués comme EasyConso ou comme EasyPay, où on va se retrouver à plutôt aux alentours de 40 ou 50 000 francs, mais qui sont des vraies interfaces où, en général, c'est des mois et des mois de dev. Vous voyez qu'il faut faire. Un EasyConso a dû nous consommer 500 ou 600 jours à fabriquer. Vous voyez, donc vous en bénéficiez et avant que vous créiez l'outil identique, vous allez vous mettre beaucoup plus de temps parce qu'en plus, vous n'avez pas forcément le recul et l'expérience qu'on a eu avec toutes les successions de déploiement. Voilà. Juste une petite chose, il y a écrit à partir de, donc il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est parce que ici, ce sont des prix qui sont les prix normaux, on va dire, mais si vous vous retrouvez sur des systèmes qui sont très très gros pour des très gros clients ou que vous avez des multitudes de production, il peut y avoir un facteur légèrement inflationniste sur ces prix en tenant évidemment compte de l'effet de taille. Voilà. Hop, alors, la démonstration. Donc, je vais reprendre la main si tu veux bien. Je vais essayer d'en faire très vite parce qu'il me reste 7 minutes. Donc, je vous avais prévu une démo, par exemple, du Easy Search.
Alors hop, voilà, normalement vous devez voir mon écran SAP, j'espère, voilà, Easy Search. Donc Easy Search, c'est un outil qui s'adresse au CCSAP en général, et je vais prendre ici l'exemple, vous voyez, je suis dans un système et je vais chercher, tiens, j'aimerais savoir où est utilisée une société, dans quel volume. Donc voilà, je tape son domaine. Alors son domaine, bon, dans le jargon SAP, pour un CCSAP, ça pose aucun problème. Pour un utilisateur, ça peut être un petit peu plus nébuleux, mais bon, comme ça s'adresse au CCSAP, c'est pas le sujet. Et ici, je dis, tiens, je voudrais chercher où est cette société, vous voyez, et je vais lui demander, voilà, tu me comptes, etc. Je vais le lancer. Et comme j'ai pas beaucoup de temps et que je sais que ça va prendre 2 à 3 minutes pour me faire le résultat, je vous propose de passer à une démo d'après pendant qu'il tourne et comme ça, on gagne du temps. Donc, deuxième outil que je voulais vous montrer, c'est le FEC. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais ouvrir un mode parallèle sur le même système et je vais lancer la transaction FEC. Donc, hop, /n, CDLG, puisque vous avez bien compris que c'est truc, et je vais mettre le FEC. Et donc le FEC, vous voyez, donc le FEC, c'est un écran dans lequel il y a plein de paramètres pour pouvoir régler plein de choses. Le premier truc, vous voyez, il arrive, moi j'ai mes favoris, donc c'est écrit S01. Je vais faire un FEC de l'année dernière pour vous montrer. Ce que je peux juste vous montrer, c'est qu'ici, il y a les champs exportés. Bon, ici, je vais choisir la méthode légale. Vous voyez que si j'appuie sur Enter, comme j'ai mis ma société, il vient de calculer le nom conforme à la législation française du nom de fichier. Voilà, je vais juste le lancer. Il va tourner. Vous voyez, et il est en train, on a même la barre de progression, donc on va regarder, et pendant ce temps-là, le search value tourne. Donc c'est pour vous montrer que c'est très simple. Alors évidemment, il faut attendre quand même qu'il ait tourné. Hein. J'en profite pour vous montrer que, vous voyez ici, j'ai choisi les 100 Lego. On a plusieurs versions classiques complets, libre avec légal et totalement libre. Ça veut dire que dans totalement libre, je vais pouvoir avoir, je vous le montrerai tout à l'heure, une petite case à cocher, une petite case qui va sortir, et je vais pouvoir mettre tous les champs que je veux. Donc je peux me servir du fichier FEC, par exemple, pour extraire des pièces comptables en choisissant tous les champs que je veux. Je rappelle par exemple que dans la législation, il y a 19 champs légaux, mais que le fisc peut vous demander de compléter avec des infos analytiques selon votre métier. Et grâce à cet outil, vous êtes prêt à répondre à n'importe quelle demande d'informations complémentaires, alors même que vous ne l'aviez pas prévu et que personne ne vous avait dit ce qu'on allait vous demander, et vous pouvez réagir en quelques heures. Donc vous voyez là, il est en train d'avoir fini. Il progresse assez vite. Donc cet outil, qu'est-ce qu'il va me donner? Vous allez voir tout de suite là, hop, voilà. Donc il me donne un compte rendu. Il me dit voilà, j'ai traité une société, vous voyez, c'est Codilog, j'ai pris un vrai système pour qu'on ait un peu d'écriture. Il me dit qu'il exporte le report à nouveau, très bien. Et il me dit, tiens, dans le report à nouveau, il me signale mon compte 445,66 à 20 800 postes non soldés, alors que c'est un poste qui est géré en PNS. Bon, bah ça va me permettre d'aller voir mes comptables et de leur tirer les oreilles en leur disant qu'ils n'ont pas bien fait leur rapprochement. Et puis, il me dit, voilà, j'ai extrait. Et pourquoi il y a tellement de postes qu'il va décider dans le report à nouveau de ne pas envoyer les 20 000 lignes de postes non soldés parce que c'est stupide sur ce compte. Donc, de lui-même, il les agrège. Et puis, ensuite, il m'extrait 19 619 postes qui sont, vous voyez, mes factures fournisseurs, tous mes PNS qui traînent et les soldes quand ce sont des comptes non gérés en PNS. Puis ensuite, il m'exporte 100 000 écritures en gros de l'année. Donc, vous avez vu, ça a mis 3 minutes pour exporter 100 000 écritures. Ici, il me montre un petit extrait des fichiers qui ont été fabriqués et je vais aller voir tout de suite avec vous en AL11 ce qui a été extrait, comme ça vous allez voir, voilà. Donc je vais prendre, alors j'ai dû prendre le mauvais, ouais, j'ai pas pris le bon répertoire. Donc voilà, je prends le bon répertoire, je vais trier par les jours pour voir mes fichiers le plus en haut, voilà. Donc c'est mes 3 fichiers, il m'a fabriqué 3 fichiers, un fichier d'écriture, donc si je l'ouvre, vous allez retrouver un FEC pour ceux qui connaissent avec les 19 champs normalisés qu'a défini la norme française. Il faut savoir que notre FEC, comme il y a des clients qui l'aimaient bien, ils nous ont demandé de faire d'autres pays parce qu'il y a des normes qui existent dans d'autres pays. Donc aujourd'hui, dedans, on a inclus des normes au gré de ce que nous ont demandé les clients. Et donc, il reconnaît la norme. Donc, quand on appuie sur légal, si par exemple, je ne sais pas quoi, au Mexique, il y a quelqu'un qui a demandé un fichier pour le Mexique et qu'on nous a donné la norme du Mexique, on l'a programmé et il va reconnaître le mode légal à appliquer en fonction du pays de la société que j'ai sélectionné. Voilà. Donc ici, vous voyez, bon, alors après, les fichiers sont longs parce qu'ici, il y a plus de 110 000 écritures.
Donc, ça vous donne comment c'est fait. Vous avez un deuxième fichier qui est le fichier exigible par la loi, qui est le fichier des définitions. Alors maintenant, il le demande de moins en moins parce que comme c'est une définition universelle en France, mais dans d'autres pays, il vous donne le petit fichier qui dit comment sont les champs. Et surtout, c'est important parce que quand, par exemple, le fisc va vous demander rajoutez-moi centre de cours, rajoutez-moi je sais pas quoi, il va venir les compléter à la fin et dire ben maintenant je te donne tel champ, tel champ, tel champ. Et puis surtout, très intéressant et qui n'existe pas dans les autres outils, il vous donne un fichier dit de contrôle que vous allez pouvoir charger dans Excel. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce FEC, il fait un truc incroyable, c'est qu'au moment où il vous émet le FEC, en fait, il compte la balance qu'il est en train d'émettre, il vous la met ici en synthétique. Ça vous permet d'avoir une preuve écrite et qui va vous permettre de vérifier que cette balance qui est dans le fichier implicitement, elle est exactement votre balance que vous avez dans votre compta. Et mieux que ça, s'il y avait eu un compte qui avait une divergence, c'est-à-dire que son solde qu'on constaterait dans SAP et le solde qu'on a constaté en mettant toutes les écritures les unes derrière les autres dans le fichier, s'il y avait une différence, il m'aurait signalé ce compte et il m'aurait dit il y a un problème d'écart sur ce compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un outil qui vous garantit que ce que vous remettez au fisc, c'est conforme à ce que vous avez. Aujourd'hui, parfois, on n'en est pas sûr. Il y a plein d'outils de FEC où les gens, ils balancent un fichier et ils ne savent pas qu'ils n'ont pas balancé leur vraie balance comptable. Et le fisc leur pose des questions et ils ont l'air malins avec ça. Voilà. Donc là, je pense que vous avez tout compris sur ce que fait le FEC. Je reviens à mon précédent test. Voilà, le scan vient de réussir. Donc le scan, vous voyez, qu'est-ce qu'il me renvoie? Eh bien, il me renvoie toutes les tables SAP où il a trouvé mon code société que j'ai mis. À chaque fois, il me dit c'est quoi le nom de la table, c'est quoi sa désignation, est-ce que c'est une table de custo, est-ce que c'est une table applicative, quel est le nom de la zone, c'est quoi la désignation de cette zone, c'est quoi l'élément de données, est-ce que c'est une zone de clé ou pas. Et puis, il me dit combien de fois il a trouvé cette valeur dans cette case. Vous voyez, donc il me les a comptés. Intérêt de ça, par exemple, alors les gens peuvent se demander à quoi ça sert. Ben, ça sert, par exemple, moi, je suis chez un client, j'ai quelque chose qui fonctionne pas bien et je pense que c'est lié à un paramétrage par société. Ben, je peux aller en bas et je m'aperçois qu'il y a des tables Z. Et donc, grâce à ça, je vais me dire, ah bah oui, alors à tous les coups, tiens, il y a une table, vous voyez, tiens, une détermination de la rubrique des frais professionnels. Ben, si j'ai un problème sur mon interface de frais, j'ai intérêt à aller jeter un œil dans cette table, alors que moi qui suis en TMA, je ne sais même pas que cette table existe. Vous voyez. Donc, ça peut me permettre de retrouver des choses. Donc, vous avez compris le principe, hein, ça m'a cherché. Ici, c'est comme si, vous voyez, bon, j'ai compté pour vous pour la démonstration, il y a 289 tables qui ont été identifiées. Donc, vous voyez, ce n'est pas un travail simple. Et si vous aviez fait le cas d'emploi, vous auriez trouvé que dans SAP, dans le système, il y avait 6100 tables possibles. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a interrogé ces 6100 tables et dans ces 6100 tables, il a cherché cette société. Autant vous dire que si vous deviez le faire à la main, cette recherche, vous y êtes encore à la fin de la semaine, alors que là, il vient de vous la faire en 3 minutes. Voilà. À quoi ça peut servir? Bon, ça sert énormément à des centres de compétences. Nous, moi, c'est un des outils que il n'y a pas une semaine où je n'utilise pas cet outil pour retrouver des trucs que je cherche et que ça me permet d'être feignant et de pas trop me rappeler les tables dans lesquelles ça se trouve. Mais par exemple, moi, je l'ai fait en disant que j'ai mis une valeur, mais je peux très bien ici en disant non vide. Et ça me permet de trouver toutes les tables, par exemple, que vous utilisez où il y a un client. Oui, vous demandez, vous cherchez un truc, vous dites tiens, je ne sais pas quoi, un groupe marchandises, à quoi ça sert dans mon système? Vous lancez groupe marchandises et vous dites dis-moi toutes les tables où il y a un groupe marchandises qui est renseigné. Ça va vous sortir toutes les tables dans votre modèle, dans votre installation où cette donnée est utilisée quelque part. Donc vous savez que si vous avez un problème autour des groupes marchandises, c'est forcément dans une de ces tables que ça se passe. Donc si à la fin il vous en sort 62, bah, au pire vous en avez 62 à regarder, mais votre problème est là, il ne peut pas être ailleurs. Enfin, il a 99,9% de chances d'être ici. D'accord? Et y compris dans des tables Z que vous ne connaîtriez même pas vous-même. Voilà un petit outil. Alors bon, je vous passe tous les détails. Il y a plein d'options pour lister les occurrences, pour machin, etc. Mais ça, on en discutera le jour où vous aurez envie. Est-ce que tu peux reprendre la main ah oui, je te la donne. Pardon. Donc je fais quoi? J'arrête ça? Non, je sais plus. C'est quoi qu'il faut que je fasse? Attends. Ah oui, la petite flèche. Non, 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 c'est pas là. J'ai pas fait. La petite flèche, je te rends la main. Définir comme présentateur. Hop. Voilà, merci. OK. Bon, Super. je voulais vous montrer encore deux petits outils très rapidement. Ah oui, il me reste 2 minutes, il faut que je me dépêche. Si tu peux aller dans la démo, là, avance les slides. Donc Ouais, ça, j'y vais. hop. Tac. Ça, je vous en ai déjà parlé, avance, puisque j'avais prévu un secours au cas où il n'y ait pas de ça. Il y fait que je vous en ai parlé. Donc très vite, je voulais vous montrer l'outil de dédoublonnage. Vas-y, celui d'après, là, s'il te plaît. Yes. Encore après. Voilà, l'outil de dédoublonnage. Donc,
l'outil de dédoublonnage, là, il va mettre 2 minutes, donc ça va me prendre trop de temps. Donc, c'est un écran très simple. Vous voyez, là, j'ai choisi dédoublonner tous les tiers français. Parce qu'évidemment, je peux pas avoir un doublon, je peux pas avoir un doublon d'un tiers suisse en France, vous voyez. Donc, ça se résout par pays. Donc, vas-y, par pays. Le résultat que vous obtenez, c'est ceci. Donc ici, par exemple, j'ai eu 2 minutes d'exécution dans un système où il y a 2500 tiers. Donc c'est pas un très gros système, mais vous imaginez que si j'avais 25 000 tiers, il n'aurait pas mis 20 minutes, il aurait probablement mis à peu près 1 heure parce qu'il y a un espèce de facteur exponentiel. Et ici, dans mon système de 2500 tiers, il m'a proposé 88 doublons. Ici, je suis dans un vrai système. Vous voyez, par exemple, si on regarde la première ligne, ici, il y a boulevard qui est mal écrit, et ici, il y a boulevard des Dames. Et il me dit, bah, vous voyez, ce 256, il trouve que il y a le pourcentage qui est dans la dernière colonne, que vous voyez peut-être pas si vous avez le truc webinar qui traîne, mais il y a le pourcentage, il vous fait un pourcentage de similitude, et là, il vous dit, ben oui, moi, je pense que le 256 et le tiers factor 0,1, c'est les mêmes. Et vous voyez, ici, il vous affiche les deux côtés, etc. Alors là, c'est assez facile parce qu'il y a juste une faute de frappe dans boulevard. Bon, ok. Si on descend un peu, par exemple, ici, on voyait, il propose BMA et BMA. Là, on est 11 rue Laborde, mais le 11 a été mis dans la case rue et pas dans la case pas dans la case numéro, alors que dans l'autre tiers, il a été mis dans la case numéro. Il comprend quand même qu'ils ont l'air de se ressembler. Si je descends un petit peu, par exemple, à Mohamed Boussaïd ici. Mohamed Boussaïd, vous voyez les deux, j'en ai un qui s'appelle le 500-340 et l'autre qui s'appelle le S6165. Ici, vous voyez, il y a quand même un M point espace devant Mohamed Boussaïd. Là, Mohamed est en minuscule, là, il est en majuscule. Pas de bol, ici, il a mis le numéro de la rue dans la case numéro et il a mis la rue dans la rue. Ici, pas de bol, il a mis le numéro dans la rue, il ne l'a pas mis dans la case numéro. Vous avez vu que la ville, ici, c'est Clichy, ici, c'est Clichy-la-Garenne. Et pour autant, il vous dit, moi, je pense que ce gars-là et ce gars-là, c'est les mêmes. Est-ce que vous pouvez me valider ça? Voilà, ici par exemple, vous voyez ITG Conseil, il y a un petit tiret. Ici, on trouve que c'est ITG Conseil SAS. Ben, il trouve que très vraisemblablement, c'est les mêmes. Alors de temps en temps, il se trompe parce que vous voyez ici, il a Columbus Consulting qui habite avenue des Champs-Élysées au 138 dans le 8e et il trouve que Silaos Consulting qui est avenue des Champs-Élysées aussi mais au 66, il vous dit ils se ressemblent ceux-là. Alors pourquoi ils se ressemblent? Parce qu'en fait, il a fait de la phonétique. Il a regardé, vous voyez ici, il y a des lettres, le C, le L, le O et le S sont présents dans le même ordre avec Silaos, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'ils pensent que ça pourrait ressembler. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que et tous ceux qui ont déjà essayé d'éliminer des doublons dans leur vie savent quelle est l'ampleur du problème et découvrent que si vous devez faire ça dans Excel, c'est un cauchemar parce que dans Excel, tout ce que vous allez faire, c'est des égalités. Alors que là, en fait, le système, il ne fait pas des égalités, il tolère les fautes de frappe, il fait de la phonétique, vous voyez, il pondère les éléments, il dit, bon, si j'ai 2-3 trucs qui déconnent, c'est probablement des mecs différents, mais si j'en ai qu'un ou deux qui déconnent, c'est probablement des gens qui sont très proches, etc. Et ici, il faut bien comprendre que dans un système où il y a 2500 tiers, pour bien faire le sujet, c'est un problème 2500 au carré. Ici, vous voyez qu'il vous a résolu le problème. Certes, il ne vous a pas diagnostiqué tous les doublons, mais ce qu'il vous dit, c'est en fait, vous avez 90 questions à vous poser et pas 2500 questions au carré à vous poser. Vous voyez? Donc, il vous fait un pré-mâchage du travail considérable. En revanche, il laisse l'humain finir le travail, mais dans un travail qui est extrêmement mâché, parce qu'il vous présente la liste des choses qui sont potentiellement. Ouais. Et là, par exemple, il a trouvé que ce tiers, il avait un triplet en fait, puisqu'il vous dit, ben, lui, il a l'air d'être pareil que facteur 1, et on a été vraiment des gros nuls, on l'a aussi créé en facteur 20. Vous voyez. Mais écoutez, je crois que c'est fini. Il n'y a Ouais, plus de questions. voilà. Merci Vincent pour ce temps. Voilà, c'était pas forcément prévu que ce soit toi. C'était bien, merci beaucoup. C'est pas Vous grave, les étiez très outils, je les complet. connais bien. Vous pouvez bien évidemment nous écrire donc à l'adresse marketing@codilogue.fr. Si vous ne vous souvenez plus de cette adresse, vous pouvez toujours vous rendre sur notre site internet où vous retrouverez nos coordonnées. On espère que ce webinaire a répondu à vos attentes. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment LinkedIn, où on publie régulièrement des posts concernant nos événements SAP. Ce serait un plaisir de vous revoir à nos futurs événements. On vous souhaite une très bonne journée et à très vite pour un prochain webinaire. Merci à tous.